on va essayer d'accueillir de manière la plus appropriée possible, avec encore plus de précautions et de réassurance qu'une patiente classique. On va procéder à un examen physique évidemment pour essayer de mettre en évidence le type de mutilation génitale qu'elle a subi et pouvoir, par anticipation, essayer de lui procurer un suivi optimal pour sa grossesse. Lui expliquer déjà et rassurer par rapport au suivi et par rapport à l'accouchement, notamment la problématique de la césarienne, puisque beaucoup de patients pensent qu'en Europe, si elles sont excisées, on va pas leur faire une césarienne d'emblée, ce qui est d'ailleurs la croyance d'une certaine partie de nos confrères qui ne connaissent pas la problématique et qui ont très peur de laisser accoucher par voie basse. Et vous verrez qu'en fait, c'est tout à fait faisable. Et on essaiera de en profiter pour aborder également la problématique de la réinfibulation, puisque s'il y a des infibulations, dans certains cas, des confrères ont été confrontés à la demande après l'accouchement de la patiente d'être réinfibulée. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, il faudra leur expliquer dès le début qu'on ne pourra pas réaliser de réinfibulation, que c'est contraire à l'éthique médicale et que c'est contraire à la loi, en plus, dans certains endroits. Chez nous, pas de manière spécifique, mais en tous les cas, c'est contraire à la loi. Les problèmes de la grossesse, les problèmes spécifiques de la grossesse, j'en ai déjà évoqué certains puisqu'ils se recoupent avec les conséquences générales, mais je vais quand même revenir sur certains points plus précis. On est parfois confronté à des patients qui ne prennent pas assez de poids, ce qui est quand même d'ailleurs très rare chez les femmes enceintes, je peux vous le dire. Elles refusent de prendre des compléments alimentaires et elles ont peur de manger parce qu'elles ont peur que leur bébé soit trop gros et qu'il ne puisse pas sortir. Donc ça, évidemment, c'est tout à fait logique pour leur esprit et on respecte ça. Mais on pourrait les rassurer, évidemment, leur dire que ça ne va rien changer, qu'au contraire, plus il sera en forme, plus il sera prêt à endurer la naissance. Même problème pour l'anémie, puisque les compléments alimentaires, les compléments de fer, font peur. Évidemment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, certains problèmes spécifiques aussi retiennent les patientes. Elles ont peur de savoir, elles ont peur de la manière dont elles vont être considérées quand le problème sera mis à jour. Elles ont peur, évidemment, des instruments qui permettent aux gynécologues d'examiner les patientes. Ça peut être à juste titre, malheureusement. Elles ont peur de l'inexpérience du praticien et de ces fameuses césariennes. Elles ont peur évidemment de la douleur de l'accouchement qui s'articule totalement avec la réminiscence des douleurs endurées soit pendant l'excision, soit pendant l'excision et depuis l'excision ou pendant des années jusqu'à être enceinte, dans le cas des douleurs chroniques qui sont très fréquentes. Donc voilà, tout simplement, il ne faut pas avoir peur, ni pour les patients, ni pour les gynécos. Si une infibulation a été réalisée, on va réaliser une désinfibulation. Soit pendant la grossesse avec une petite anesthésie locale, ou une sorte de péridurale qu'on appelle une rachianesthésie, soit même si la patiente n'a jamais vu de gynécologue, qu'elle arrive pour accoucher, eh bien c'est pas grave, on peut réaliser ça au dernier moment, c'est un geste très simple qui n'a pas de conséquences immédiates, et donc on incite verticalement le petit voile de peau, on met des petits points de suture résorbables pour ne pas pouvoir retourner en des filles, bien entendu, qui vont tomber tout seuls, et tout se passe pour le mieux. C'est des patients qui ont n'hésitent pas à faire des épisiotomies. L'épisiotomie, c'est qu'on coupe avec une paire de ciseaux pour agrandir un petit peu l'orifice de sortie, parce que comme elles ont subi cette zone cicatricielle est beaucoup moins souple que chez une patiente d'elle, et donc une épisio peut faciliter grandement et éviter des déchirures supplémentaires. Évidemment, on veillera en postpartum à leur expliquer ce qui va changer, ce qui risque d'être différent, pour pas qu'elle soit trop choquée, et si c'est nécessaire, les orienter vers un suivi à long terme dans le cadre des problématiques liées à leur mutilation. Oui, voilà, donc les demandes de réinfibulation, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix refuser, mais c'est parfois assez délicat parce que si on n'est pas bien au courant de la problématique, on est dans un hôpital, voilà, où c'est la première fois qu'on voit une patiente par exemple comme ça, elle vous supplie de refermer, vous dites que je vais lui faire plaisir, ou bien vous dites la peau, si je ne le fais pas, elle va être rejetée par toute sa communauté, etc. etc. C'est important de se rappeler de ça. Et pouvoir leur expliquer le plus tôt possible pour pas qu'elle se fasse libre. Alors, le traitement chirurgical, qui est en grande partie aussi ce que je réalise à Saint-Pierre, le traitement chirurgical s'articule, si vous voulez, autour de deux champs d'action assez différents. D'un côté, on s'occupe de traiter les complications que j'ai bien évoquées, donc ces fameux kystes, de réaliser des désinfibulations. Et de l'autre, je me suis aussi formé
parler pour cette fameuse intervention de reconstruction du clitoris que je vais développer plus avant et que vous puissiez un peu comprendre les implications de cette intervention avec plus de précision. Là, vous avez une image de désinfiltration avec les petits plans résorbables en post-op. Donc, la chirurgie de reconstruction du clitoris, c'est une intervention qui a été mise au point par un urologue français, qui est un médecin très impliqué qui s'appelle le docteur Foldes, qui travaille dans la banlieue parisienne, qui était très impliqué et très actif sur le plan humanitaire, il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui justement s'occupait de chirurgie des fistules, alors, comme le font beaucoup de médecins occidentaux, chirurgiens occidentaux. Et donc il a eu la patience d'écouter les plaintes des patients, de ces patients opérés, d'écouter leurs plaintes à propos des mutilations génitales, et donc il s'était intéressé à l'anatomie du clitoris, et il a fait des recherches anatomiques avec des spécialistes, et il s'est demandé mais comment puis-je, et s'est tenté d'améliorer la situation, d'améliorer les conditions de vie de ces femmes, et donc ces recherches lui ont permis de mettre à jour, ou plutôt de remettre au goût du jour l'anatomie du clitoris, qui est un organe qui n'intéresse pas beaucoup les scientifiques, manifestement, en tout cas jusque-là. Et donc vous voyez ici, ce que vous voyez ici, c'est en clair, ce sont les deux os du bassin, le pubis, c'est cette zone un peu plus blanche qu'on appelle la symphyse pubienne, et sur laquelle vient se visser le clitoris. Et donc en fait, la partie que tout le monde connaît, j'ai envie de dire, du clitoris, c'est que le sommet de l'iceberg, puisque vous voyez que en réalité, c'est les structures bleues, c'est les structures veineuses qui courent le long des corps du clitoris, qui mesurent en réalité par 5 à 6, voire 7 cm, et est constitué de corps caverneux et rectiles qui courent en dessous des branches ascendantes du bassin, qui vont se réunir au niveau de la symphyse pubienne avant de se courber vers l'avant et se terminer par ce qu'on appelle le gland du clitoris, et qui est la partie effectivement qui est victime directement du fil du rasoir dans l'excision. Voici donc une coupe anatomique du docteur Foldes, où on voit le pubis en noir, c'est de profil. Okay. Le pubis en noir, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Cette fameuse branche ascendante du clitoris, l'endroit où il se trouve qui s'appelle le genou, le gland à l'extrémité et la zone où passe la lame de l'excision. Donc ce que le docteur Foldes s'est dit, tout simplement, c'est en réalité une grande partie du clitoris est préservée malgré tout, et surtout les structures nerveuses qui circulent, qui courent ici sur la face dorsale du clitoris, le nerf du clitoris est en grande partie préservé. Partant de cette idée, il s'est dit mais qu'à cela ne tienne, et donc il a décidé de procéder à une intervention qui consiste à resséquer la zone cicatricielle qui se situe en regard du clitoris qui est malheureusement absent, attraper le moignon restant qui est caché en profondeur, décoller ce moignon de la face antérieure du clitoris en coupant ce petit ligament pour pouvoir avoir une petite distance supplémentaire, enlever les structures cicatricielles qui se situent à l'extrémité pour avoir une petite zone bien vivante, okay, et attacher ce petit moignon, rattacher ce petit moignon en surface avec quelques points de suture. Okay, ça c'est le résultat donc en post-op immédiat. Okay. Après cette jour, après 6 mois. Donc, ça c'est pour la théorie. Alors c'est plutôt pour la pratique. La théorie est un peu plus compliquée malheureusement, et pourquoi de plus en plus en médecine, et c'est parfois un tort d'ailleurs, mais de plus en plus en médecine on travaille, on utilise si vous voulez dans notre pratique quotidienne des guidelines, des lignes de conduite qui sont basées sur les preuves scientifiques en réalité. Et donc c'est difficile dans ce cas-ci de démontrer scientifiquement la pertinence d'une telle intervention. Donc le docteur Foldes a réalisé une étude scientifique à ce sujet, puisqu'il a opéré des milliers de patientes, donc à une époque il a réuni les cas qu'il avait opérés, il a soumis ses patientes à des questionnaires, et les résultats de cette étude sur ses propres travaux sont tout à fait encourageants, mais malheureusement absolument pas suffisants pour pouvoir établir de manière scientifique que c'est bien la chirurgie qui apporte la solution à leurs plaintes, que ce soit des plaintes liées aux douleurs ou que ce soit des plaintes liées au plaisir sexuel. Okay.
malheureusement, c'est la seule vraie étude sur sa technique à lui qui a été publiée à l'heure actuelle. Et il continue de travaux scientifiques, mais il n'y a rien qui arrive pour étayer cette théorie. Donc on a un petit peu démuni par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va avoir comme application sur notre pratique chez nous à Saint-Pierre? J'ai eu la chance de pouvoir participer à une commission d'experts au ministère, puisque la ministre de la Santé nous a posé la question, c'était il y a 3 ans déjà, de savoir si justement c'était pertinent de réaliser cette intervention en Belgique, et surtout si c'était pertinent de la rembourser en Belgique. Puisqu'effectivement, cette intervention est remboursée. C'est moi qui fais ça? C'est pas bien des oranges? Ok. De savoir si c'était pertinent ou pas de la rembourser en Belgique, puisqu'en France, c'est une intervention qui est remboursée par la Sécu. Ce qui est quelque part un petit peu étrange, parce qu'effectivement, la plupart du temps, on s'assure de savoir, avant de rembourser quelque chose, on s'assure de contrôler et de prouver que c'est efficace, évidemment. Donc la ministre de la Santé, de manière forte à propos d'ailleurs, a réuni des gens pour savoir, on leur posé la question, est-ce que c'est une bonne idée de rembourser cette intervention, est-ce que c'est bien ou pas? On s'est réunis, on a refait une revue de littérature, et notre conclusion dans l'ensemble est la suivante, et c'est d'ailleurs la pratique, la théorie que j'applique moi-même à ma pratique personnelle. La conclusion, c'est que il semblerait que ce soit une intervention qui fonctionne, mais malheureusement, on n'a aucune preuve. Il y a des témoignages qui sont super enthousiasmants, il y a des témoignages qui sont tout à fait dramatiques. Difficile de quantifier de quel côté de la balance s'oriente la réalité. Il semblerait quand même que ce soit dans le bon sens. Il semblerait que ce soit quand même une intervention qui soit valable, mais c'est très difficile pour moi. Quand une patiente vient me trouver et qu'elle me dit, pour vous donner un exemple très concret, c'est un exemple qui m'arrive pratiquement chaque semaine, des femmes viennent me trouver et me disent voilà, une des dernières qui m'a beaucoup touché me dit voilà, je n'ai pas de rapport, je n'ai pas de plaisir pendant les rapports sexuels. Donc il faut me faire la reconstruction du clitoris pour que ça change enfin et que comme mes copines ou certaines femmes que je connais, je puisse connaître ce plaisir sexuel. Donc, comme toujours en médecine, dans tous les cas, on essaie de prendre le temps d'écouter un peu les gens. Donc, je lui ai demandé tout simplement de me décrire son parcours, de me raconter un peu sa vie jusqu'à son arrivée en Belgique. C'était une dame de 40 ans qui m'a dit voilà, à 16 ans, j'ai été marié de force avec un vieux du village parce que la deuxième femme de mon père ne voulait plus me voir. Donc, il m'a violé, il m'a frappé pendant une quinzaine d'années, et puis, comme je ne tombais pas enceinte, il m'a répudié, et là, on m'a marié à un deuxième vieux, qui m'a aussi frappé et violé, et puis, pour finir, je suis rentré en Belgique. Donc, je lui dis, ouais, je suis un petit peu évidemment surpris, et ça a été compliqué pour moi de lui faire comprendre que, effectivement, dans le cas de la qualité des rapports sexuels, du plaisir, en tous les cas, il y avait probablement beaucoup de chemin à faire encore pour elle, et que le fait d'avoir un clitoris refabriqué ou rafistolé par cette technique qui est quand même du rafistolage plutôt que de la reconstruction, c'était très difficile pour moi de lui garantir qu'elle pourrait accéder à du plaisir compte tenu de son passé, en tous les cas sans travail, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chirurgie de reconstruction du clitoris, c'est la seule intervention qui existe pour l'instant dans ces indications. Il n'y en a pas d'autres, et donc ça fait d'elle la meilleure intervention de conditionneuse. Je pense qu'il faut la réserver à des cas très particuliers qui sont à mes yeux, la seule véritable bonne indication, cette notion que dans le travail qu'elles réalisent pour essayer d'améliorer, de diminuer leur souffrance et d'améliorer leur qualité de vie, ces patients peuvent être confrontés à un moment à un problème d'identité personnelle, d'intégrité corporelle, et donc ressentir le besoin de pouvoir progresser sur la voie de la guérison, en tous les cas sur la voie du soulagement, au fait de ne pas être entière, de se sentir différente, et cette nécessité de pouvoir justement retrouver leur intégrité corporelle. Et donc, pour moi, c'est ça la vraie navigation de la reconstruction. C'est très difficile pour moi une patiente qui a des difficultés à avoir un orgasme, je ne peux pas, de manière, en étant en paix avec ma conscience, donc bien sûr, je vais vous faire une opération, et la semaine prochaine, ou dans 3 mois, ça ira, vous allez voir, ça va être formidable. On sait bien que la sexualité est beaucoup plus compliquée que ça. Il y a des tas de personnes qui ont des physiques qui fonctionnent très bien, des clitoris qui fonctionnent formidablement bien sur le plan anatomique, qui ont énormément de difficultés à s'en servir, ou en tous les cas à en profiter. Et donc voilà, je pense que malheureusement à ce niveau-là, ça se justifie en tous les cas difficilement, et si ça justifie, c'est probablement après un travail personnel assez approfondi. La chirurgie, par contre, des complications, des kystes, etc., ça se justifie évidemment totalement. Mais donc, dans le cas de la reconstruction, si une patiente veut vraiment le faire, il faut lui expliquer le taux de réussite, il faut lui expliquer
le niveau de preuve qui est pour l'instant est très faible. Et donc en gros, il faut être honnête, dire voilà, bien sûr on peut le faire, ça a marché pour plein, ça n'a pas marché pour d'autres, donc réfléchissez bien, la chirurgie c'est quelque chose de définitif, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc si vous prenez cette décision, c'est le principe irrévocable. L'idéal, ce serait de pouvoir réaliser une chirurgie à minima, avec moins de complications, parce que cette chirurgie a quand même 25% de complications, c'est un taux assez élevé pour une intervention chirurgicale, 25% de complications. Ce n'est pas des complications graves, ce n'est pas des complications dangereuses pour la santé, mais c'est des complications quand même, des infections, enfin ça reporte le temps de guérison, etc. etc. Donc c'est important de pouvoir communiquer aussi aux patientes la réalité de ce que ça implique, ce qui n'est pas toujours le cas dans les centres en France, où on les opère très vite beaucoup, sans prendre le temps vraiment de leur expliquer ce qui va leur arriver, et surtout malheureusement il y a des endroits où, quand ça se passe pas bien, quand il y a des complications, elles n'ont plus accès aux soins, et on leur demande d'aller un petit peu voir ailleurs, et ça c'est parfois un petit peu décevant. Mais ça reste la meilleure intervention. Mais ce n'est pas gratuit. Donc, l'idée, si vous voulez, du conseil de travail important de pouvoir rendre à qui on avait besoin sur la mobilité corporelle, c'est une notion qui est en fait tout à fait basique. Un enfant qui se ferait manger l'oreille par un chien méchant, personne ne le mettrait en cause l'idée qu'une chirurgie reconstructrice de l'oreille soit remboursée. Une femme qui a suivi l'excision, c'est encore bien pire a priori que de se faire attaquer par un chien enragé. Et donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas rembourser ça. C'est tout à fait cet avis-là qu'on a voulu rendre, mais on a voulu que ce soit pas seulement, on a voulu que cette chirurgie soit intégrée aussi dans une prise en charge globale qui est fondamentale selon moi aussi pour aider les patients. D'ailleurs les gens qui sont tout à fait contre cette reconstruction du clitoris, leur principal argument, moi c'est pas mon cas, je ne suis pas du tout contre à 100%, mais il y a des gens qui sont vraiment très contre, des professeurs un petit peu, voilà, qui sont arrêtés sur leur site depuis très longtemps, et leur argument à ces gens-là, c'est de dire ce qui fait que ces patients vont mieux, c'est pas la chirurgie, ce qui fait qu'elles vont mieux, c'est qu'on a enfin pu les écouter, qu'elles ont enfin pu s'asseoir, qu'on a enfin répondu à leurs questions, et que c'est probablement ça qui les a aidés. Alors la vérité va être difficile, évidemment, à mettre en évidence. La sexualité étant ce qu'elle est, la vérité entre la prise en charge psychologique, sexologique et la chirurgie. Donc je pense que les deux sont liés, probablement, dans une grande partie des cas. Et donc c'est important, selon nous, que ces patients puissent être accueillis dans des structures d'accueil qui sont constituées d'équipes pluridisciplinaires, avec des psychologues, des sexologues, des sages-femmes, des médecins quand c'est nécessaire, pour pouvoir avoir des résultats optimaux. Et que surtout, la reconstruction du clitoris, c'est quelque chose qui se fait au terme d'un cheminement thérapeutique, c'est pas quelque chose qu'on réalise comme se refaire ça avant l'été ou quelque chose comme ça, ça s'intègre dans un travail de fond qui, selon moi, est indispensable. On espère que pourra être réalisé aussi un registre national pour recenser un petit peu les problèmes et le nombre de victimes, etc. Et on avait songé à l'époque à l'élaboration et à la diffusion d'un guide clinique que vous avez pu voir, puisque depuis lors il a été réalisé avec brio, il était sur Internet ici à l'entrée, un guide dont on est tous très fiers. Donc voilà, pour conclure, vous avez compris évidemment après toute cette première partie de matinée, l'enjeu de santé publique de sa présence des mutilations génitales. Ça concerne des millions de gens, ça fiche la vie en l'air de millions de personnes. Les conséquences sont le plus souvent définitives, c'est difficile d'améliorer la situation après, il y a moyen bien sûr, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de souffrance pour y arriver. Dans le cas des grossesses, insister sur le choix des mots, sur l'information, la réassurance et sur anticiper les problèmes, parce que souvent c'est quand on ne s'y prend pas à l'avance de ce qui peut survenir. Les conséquences sur l'accouchement sont tout à fait... Les conséquences sur l'accouchement sont tout à fait dramatiques, ça je l'avais vu. On ne réinfibule pas, très important de se souvenir de ça bien entendu. Le postpartum, continuer à informer, orienter vers les meilleures associations qui existent et qui sont représentées aujourd'hui. J'insiste aussi beaucoup sur l'importance de la prévention, ça en a beaucoup parlé, c'est fondamental, évidemment l'éducation des populations, l'éducation des bourreaux, l'éducation des victimes, l'éducation sur le territoire du personnel de santé, que les gens puissent enfin connaître et apprendre des choses sur ce sujet. Donc le but est peut-être aussi de pouvoir intégrer aux études de médecine des chapitres spécifiques, ça va pas être des longs chapitres, mais quand même les gens puissent en avoir parlé, puissent ça concerne les médecins, comme les médecins.